Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Finance et TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 9 juillet, 6e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec le père Jean-Christophe Thibault, auteur d'un ouvrage « Libère-nous du mal » à propos des phénomènes diaboliques qui se manifestent de plus en plus couramment dans notre société. Ensuite, également rencontre avec Marie-Lise Pellissier, qui est l'organisatrice de la Lejeune Académie, qui aura lieu à l'Académie Sainte-Madeleine, à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, du 20 au 26 août prochain. Et enfin, comme vous le savez peut-être, les inspections académiques ne cessent de se multiplier dans les écoles dites indépendantes. Et donc, nous accueillerons Madame Elisabeth de Contenson, qui est présidente de la Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes, afin de faire le point sur la manière dont se passent ces inspections académiques. Bonjour mon père. Bonjour monsieur Legendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes prêtre diocésain au diocèse de Metz et spécialiste des questions un peu d'ésotérisme, en particulier que vous avez découvert, que vous avez commenté dans un ouvrage, « Libère-nous du mal, guide de discernement et chemin de délivrance des phénomènes diaboliques ». Alors, commençons par le début. Comment savoir si le diable est un mythe, un symbole ou une réalité, une personne ? Nous vivons dans un monde un peu paradoxal parce que c'est vrai que, en particulier dans l'Église, il y a une sorte de prudence par rapport au diable, on n'en parle plus beaucoup, et surtout on a du mal à le considérer comme un être spirituel, singulier, un ange déchu, qui aurait une certaine action sur le monde, et peut-être pour avoir l'air intelligent, on le voit plus comme un symbole, le symbole du mal, alors que c'est une vérité de foi qui a toujours été prêchée par l'Église depuis le début, que ce soit dans l'Écriture sainte, puisque l'Écriture est très claire sur l'existence du diable. Je pense à saint Paul, par exemple, dans Éphésiens 6, où il dit bien que nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, sous-entendu des hommes, mais aussi contre des puissances, des principautés, des esprits du mal qui vivent dans les airs ténébreux. Bon, c'est un peu plus clair, et on retrouve ça chez saint Jean, chez saint Pierre, qui font allusion à l'existence du diable et des démons. Et on retrouve ça chez les pères de l'Église et jusque dans le catéchisme de l'Église catholique, qui rappelle aussi que c'est une vérité de foi, qu'il ne faut pas en faire une abstraction, mais qu'on a affaire vraiment à un être spirituel qui a une certaine action sur les hommes, sur le monde, etc. Alors justement, comment les démons agissent-ils sur les hommes et comment le démon prend-il possession d'une personne ? Oui, c'est une vraie question. D'abord, il faut savoir qu'il a un pouvoir qui est plus limité qu'on imagine, parce que c'est d'abord une créature, il a été créé par Dieu. Donc il a parfois le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Et d'ailleurs, souvent, il fait croire qu'il a plus de pouvoir qu'il n'en a, parce que finalement, c'est aussi nous-mêmes qui pouvons ouvrir certaines portes et lui donner une certaine force, une certaine place dans nos vies. Alors, j'allais dire que finalement, dans ce que Dieu permet, parce que Dieu permet qu'un certain nombre le diable et ses démons ont une certaine action, et elles sont à plusieurs niveaux. Le premier, c'est, j'allais dire, le niveau ordinaire, c'est la tentation.
tous, nous sommes tentés. Et ça fait partie, même Jésus a été tenté, hein, donc ça fait partie, j'allais dire, du niveau ordinaire. Mais on constate également, et c'est plus rare, il faut le dire tout de suite, qu'il peut y avoir aussi une action sur un niveau plus extraordinaire, enfin qui sort de l'ordinaire, où il va avoir une action à la fois sur le psychisme, parfois même sur le corps d'une personne, qui va dépasser un peu le simple cadre d'une tentation. Alors il y a différents niveaux de gravité. On connaît tous la possession, hein, qui finalement est le niveau le plus grave, heureusement le plus rare. Mais il y a aussi un certain nombre de niveaux intermédiaires où finalement le psychisme et parfois aussi le corps peuvent être finalement sous une influence démoniaque. Alors, quelles peuvent être les origines de ces possessions, justement? Qu'est-ce qui fait que certains sont possédés? Alors, c'est difficile comme question parce que on ne peut faire que quelques généralités. Alors, généralement, c'est souvent lié à ce qu'on appelle des failles, des portes. D'une certaine manière, pour que le démon ait une action, il faut qu'il passe par certaines failles. Alors, j'en citais quelques-unes. Alors, il peut y avoir des failles spirituelles. Par exemple, des péchés non confessés, des péchés graves, qui finalement reviennent, etc., donnent finalement au démon la possibilité d'agir sur nous. D'ailleurs, on le voit bien parce que dans le sacrement de réconciliation, de confession, quand on dit ego te absolvo, le mot absolvo, c'est-à-dire je coupe, je tranche finalement le lien que le péché a créé avec le démon. Donc on voit bien que tout péché crée un lien avec le démon. Alors ça, c'en est une, mais ça peut être également tout ce qui est de l'ordre par exemple, de refus de pardonner, qui est aussi une brèche. D'ailleurs, saint Paul dit, ne te couche pas sans avoir réglé ta colère, sinon tu donnes prise au diable. Ça peut être également le fait de refuser finalement de s'abandonner à Dieu, de se dire finalement je suis un peu le maître de ma vie, ni Dieu ni maître finalement. Ce sont des failles. Et puis après il y a des failles plus... Alors, aujourd'hui, qui se développe beaucoup, c'est l'utilisation de la magie, de l'ésotérisme, etc., qui malheureusement se développe énormément aujourd'hui. C'est quelque chose qui donne prise au diable de plus en plus, parce que assez librement, on s'ouvre au monde démoniaque, même si on n'en a pas conscience. Et puis après, il y a aussi des failles psychologiques, par exemple. Alors, vous savez, il y a toujours la question comment différencier une emprise démoniaque d'un problème psychologique. En réalité, les deux sont très liés, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'une emprise démoniaque n'a pas un effet, j'allais dire, sur le psychisme. Forcément, le psychisme va aussi parfois être abîmé, j'allais dire, par une action démoniaque, ou alors une maladie, un problème psychologique peut malheureusement être l'occasion pour des démons de pouvoir perturber une personne. Alors, en complément de votre livre, j'ai également lu un ouvrage qui m'a passionné, La formation d'un exorciste au Vatican, le best-seller qui a inspiré le film Le Rite. Oui. Donc, c'est écrit par un journaliste, mais en fait, ça raconte l'année de formation qu'a suivi un prêtre américain à Rome. Bon, c'est tout à fait passionnant. Et il y a quelque chose vraiment qui m'a interpellé, c'est que ces exorcismes, donc il assiste à des exorcismes, etc. Et on voit là, je pense en particulier, il y a le cas d'une religieuse qui est exorcisée depuis 40 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à l'issue d'un exorcisme, le diable part ou reste? Voilà, il décrit des gens qui viennent toutes les semaines pour être exorcisés et le démon ne part pas. Oui. Alors, il ne faut pas faire peur, c'est quand même des cas exceptionnels. Oui, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, parce que souvent, quand on pense exorcisme, on pense chasser les démons. Mais ce n'est qu'une partie du travail. Les exorcistes, avant tout, cherchent aussi par quelle faille, on en a parlé, on vient d'en parler, par quel biais, finalement, les démons peuvent avoir une action sur l'être humain. Et c'est pour ça qu'il faut non seulement le chasser, mais il faut surtout l'empêcher de revenir. Donc il y a ce double travail à faire, finalement, parce qu'il faut chercher, discerner là où les portes d'entrée. Et parfois, ce sont des portes qui sont, par exemple, quand c'est d'ordre psychologique, une guérison n'est pas facile, par exemple. Ça peut être assez long. Et donc, on peut être aussi dans des cas... Et puis après, il y a des sortes de fragilité chez les personnes qui fait que
qu'on le veuille ou pas, on est dans ce jeu qui est d'ailleurs assez fatigant, hein, où on chasse le démon, il revient, on chasse le démon, il revient. Hein, mais bon, en général, un exorcisme, quand on suit la personne, il faut bien le dire, c'est pas simplement une fois qu'on la voit, ça peut aller jusqu'à 3 ans, et finalement on l'amène sur un chemin de conversion. Moi je vois la première chose que l'on fait généralement, c'est qu'on confesse la personne, on la remet en ordre d'une certaine manière. Hein, c'est comme dans la parabole où le Christ dit il y a un esprit impur qui est chassé, puis il ne sait pas où aller, alors il revient avec 7 plus forts, on voit bien ce que ça veut dire, et donc il faut absolument pouvoir aider la personne à renoncer, à fermer les portes, à couper les liens, et puis surtout à se remettre dans la grâce de Dieu. Voilà, l'auteur insiste beaucoup, il dit si à l'issue d'un exorcisme, le diable est chassé, derrière il faut aller à la messe, se confesser, prier, sans ça il va revenir. Sinon, et il donne des exemples d'ailleurs, de gens qui ont recommencé à avoir une vie pas très... Et le diable il est revenu. Mais évidemment. Et c'est ça qui est difficile parce que finalement ça sous-entend une conversion. Donc finalement, ça dure le temps de la conversion de la personne. Alors, quelle est l'ampleur de ces phénomènes aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils sont en multiplication. Hein. Alors surtout depuis la crise de la Covid, je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi, on voit bien, il y a une sorte de recul de la foi aujourd'hui. Et puis c'est les vases communicants, ça laisse aussi la place au diable. Et en particulier, ça passe par tout ce qui est l'ésotérisme, la magie, toutes ces pratiques, mais aussi par des thérapies alternatives, des méthodes de développement personnel qui servent un peu de paravent à certaines pratiques qui finalement ouvrent des portes sur le monde invisible, permettent finalement aux personnes d'être en état de réception finalement du monde invisible. Et alors aujourd'hui, les demandes sont incessantes. Hein. Dans tous les diocèses, les exorcistes qui sont mandatés normalement, donc il y a au moins un exorcisme par diocèse. Normalement. Oui, mais c'est pas le cas partout. Non, c'est pas le cas partout. Et puis après, il y a des exorcistes un peu différents les uns des autres. Ils sont pas toujours. Il y en a qui sont plus psychologisants, qui renvoient plus facilement aux médecins, alors que c'est souvent les médecins qui nous l'envoient. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a tout le travail de la délivrance, parce que si l'exorciste va finalement est chargé des cas les plus graves, les cas de possession, etc. Il y a aussi je vous l'ai dit, entre la tentation et la possession, un certain nombre de degrés qui sont moins graves et qui ne nécessitent pas forcément un exorcisme ou un grand exorcisme, mais des prières de délivrance, un accompagnement spirituel qui permet effectivement aux gens de se libérer. Et ça, il y a quand même beaucoup de prêtres aujourd'hui, ou des équipes également, avec des laïcs qui aujourd'hui... Il y a même des laïcs, oui, j'ai vu ça. Voilà, qui sont chargés un peu d'accompagner les personnes pour les aider finalement à faire ce chemin de renonciation, etc., qui leur permet de retrouver finalement leur pleine liberté spirituelle et la joie de pouvoir vivre vraiment libre et en Christ. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs en fait à 3 ouvrages. Libère-nous du mal, guide de discernement et chemin de délivrance des phénomènes diaboliques par le père Jean-Christophe Thibault, que nous accueillons. Le livre de Matt Baglio, La formation d'un exorciste au Vatican. Et puis également, sous pseudonyme, le père Thibault écrit des romans pour adolescents sous le pseudonyme de Michael Dor. Et j'ai lu, il y en a plusieurs, mais moi j'ai lu celui-là, Le Triton Noir, une enquête de l'abbé Nicolas Stock. Voilà, l'abbé Nicolas Stock, et c'est le père Braun c'est un peu ça. C'est un peu le père ça. Il mène des enquêtes dans ces milieux, c'est tout à fait intéressant pour les grands adolescents. Merci beaucoup, mon père. Merci. Bonjour Marie-Lise Pellissier. Bonjour monsieur. Donc vous êtes responsable de la Lejeune Académie qui aura lieu donc au mois d'août prochain, du 20 au 26 août au monastère Sainte-Madeleine du Barou. Alors à quoi fait référence ce titre de Lejeune Académie ? Alors, la Lejeune Académie est l'université d'été de la Marche pour la vie et nous avons pris comme modèle Jérôme Lejeune pour 2 raisons principales. La première, donc, Jérôme Lejeune est ce grand scientifique qui a découvert l'origine de la trisomie 21 et qui a compris que sa découverte pourrait ensuite mener à l'élimination des enfants porteurs de la trisomie 21 avant même leur naissance et donc qui a dédié toute sa vie à leurs soins et à la recherche d'un traitement pour eux et surtout à leur défense. Il s'est fait l'avocat de ces petits patients et donc ce que nous admirons chez lui et ce dont nous voulons nous inspirer, c'est le fait
fait qu'il ait mis toute son expertise et sa grande connaissance scientifique au service de la défense de la vie. Et donc il a accompagné sa parole, donc sa défense de la vie, de l'action avec sa recherche scientifique et son soin. Donc vraiment, c'est ces deux piliers qu'on aimerait concilier aussi. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a une forme de radicalité chez Jérôme Lejeune, une subordination, je dirais, à la vérité, puisqu'il a refusé des grands prix et une grande carrière scientifique reconnue du monde entier, justement au nom de la vérité, de cette défense des plus petits. Et donc nous aussi, nous voulons suivre cette ligne-là, avec le respect de la vie, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle et sans compromission. Alors, quel est l'objectif de cette Lejeune Academy ? L'objectif de cette Lejeune Academy, c'est donc de former les jeunes qui veulent s'engager dans la défense de la vie. C'est d'abord, je dirais, une réponse à l'actualité avec des attaques toujours plus croissantes contre la vie humaine. Bon, il y a déjà l'avortement qui a été légalisé en 1975 et c'est toujours contre ce même avortement qui fait des dégâts, puisque aujourd'hui on a environ 600 avortements par jour. Et puis cette loi ensuite menée à une banalisation toujours grandissante. Puis il y a aussi les désastres que fait la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, la volonté de légaliser l'euthanasie. Donc il y a une prolifération de ce que Jean-Paul II appelait la culture de mort. Et face à ça, il nous faut une réponse que bien sûr nous avons toujours donnée, l'Église a toujours donnée, mais il faut toujours plus la développer. Et donc, il y a une grande quantité de jeunes qui veulent se mobiliser pour donner cette réponse-là. Ils doivent déjà se former pour pouvoir, eux, répondre quand ils se retrouvent confrontés seuls face à leur classe, à leurs amis, à leur famille, à défendre justement, être contre l'avortement et puis défendre la vie. Donc ils veulent avoir tous les arguments et puis ils veulent souvent s'engager parce qu'ils veulent avoir quelque chose à faire face à tout ça. Donc nous voulons leur donner ces moyens-là. Et puis j'ajouterais aussi que la Lejeune Academy voudrait aussi donner aux associations qui existent déjà et qui existent parfois depuis la loi Veil justement, une relève des jeunes qui peuvent les aider et assurer cette transmission dans le combat pour la vie. Alors, quel est le programme? De quoi allez-vous traiter? Le programme, alors la Lejeune Academy se compose en des matinées plutôt avec des conférences théoriques, donc où les jeunes vont approfondir les enjeux de l'avortement, de l'euthanasie, de la procréation médicalement assistée, tous les dégâts psychologiques, les enjeux philosophiques, donc par exemple avec se réapproprier la notion de la liberté, de la dignité, toutes ces questions-là qui sont importantes dans ces débats. Et puis, avec aussi des témoignages de personnes qui sont engagées professionnellement. Et l'après-midi est plus réservé à des ateliers pratiques où, justement, nous allons apprendre aux jeunes comment ils peuvent porter ce message dans notre société, avec donc des ateliers, par exemple, en prise de parole, pour que les jeunes sachent débattre, que ce soit dans les médias ou dans des relations interpersonnelles, dans la prise de parole en public, ou pour maîtriser les réseaux sociaux, savoir comment communiquer avec nos moyens aujourd'hui, réaliser des vidéos percutantes, ou même encore savoir accompagner des femmes qui se posent la question de l'avortement. Donc voilà, qui puissent vraiment avoir des exercices pratiques pour qu'après, de retour dans leur vie quotidienne, ils sachent comment s'engager. Alors, à qui s'adresse cette académie? Y a-t-il des prérequis en termes de connaissances, en termes d'âge, en termes de conviction? Je ne sais pas. Alors, la Lejeune Academy s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui veulent s'engager, c'est une condition. Donc, c'est pour ça que nous les appelons toujours avant et nous avons un petit questionnaire pour que les jeunes montrent leur motivation. Et puis, quand ils s'engagent, ils signent une charte où donc, il y a deux critères, disons, c'est de suivre la position de la marche pour la vie, défendre la vie de sa conception jusqu'à sa mort naturelle et sans compromis. Et puis, deuxième condition, c'est qu'ils s'engagent au moins l'année qui suit l'académie à participer au projet que nous aurons lancé ou à rejoindre une association qui défend la vie. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à eux. Et puis, j'ajouterai que tous ceux qui ne peuvent pas participer peuvent toujours nous soutenir via notre cagnotte Credo Funding pour justement permettre le bon déroulement de l'académie. Alors, la mode aujourd'hui est à l'écologie, au retour à la nature.
J'avais lu il y a quelques années un ouvrage « Mon corps ne vous appartient pas » de Marianne Durano, justement, qui prenait conscience de ce que, en particulier, toutes les nouvelles méthodes contraceptives, en fait, faisaient passer les femmes sous la domination de leurs médecins. Est-ce que vous pensez que ce retour, cette remontée en puissance de l'écologie, de la nature, etc., peut avoir un impact positif sur la défense de la vie humaine innocente ? Alors oui, je pense que effectivement l'écologie, c'est un sujet qui touche beaucoup notre société et en particulier ma génération et les jeunes à qui on s'adresse. Et donc je pense que c'est un argument dont on peut arguer nous-mêmes dans notre combat, puisque prenons l'exemple de la pilule abortive et contraceptive. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent ses impacts très négatifs sur la nature, sur l'environnement, les écosystèmes, notamment quand elle va dans l'eau. Ensuite, elle impacte beaucoup les êtres vivants, les plantes et les poissons. Et puis ensuite, elle impacte aussi les hommes qui vont boire cette eau. C'est une des causes de la baisse de fertilité chez les hommes comme chez les femmes. Et donc ça, on s'en rend compte de plus en plus. Et ça touche même ceux qui ne sont pas proches du combat pro-vie. Donc en fait, c'est quelque chose que nous, on peut utiliser, ce retour à la nature. Et puis j'ajouterais, donc effectivement, vous citez Marianne Durano, elle se revendique d'une écologie intégrale. Et je pense que c'est le prérequis, c'est de effectivement voir l'homme aussi comme faisant partie de la nature, mais étant au cœur de la nature. Et on ne peut pas défendre la nature sans défendre l'homme en respect justement avec sa nature. Donc je pense que être pour la vie implique aussi d'utiliser tous ces arguments-là qui touchent notre société. Eh bien, merci beaucoup. Nous espérons que de nombreux jeunes parmi nos téléspectateurs vous rejoindront. Merci beaucoup. Merci, et bonne académie. Merci, monsieur. Merci, Marie-Lise. Jeune Académie. C'est extrêmement important, ça l'a toujours été, ça l'est d'autant plus dans un monde qui ne comprend plus pourquoi on le fait. Bonjour Madame de Contenson. Bonjour Monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous êtes la présidente de la FPEEI. Alors vous allez nous dire dans quelques instants ce que signifie cet acronyme. Et en fait, ce qui a suscité mon intérêt pour cette émission, c'est la multiplication des inspections académiques dans les écoles indépendantes. Et il y a quelques jours, la fermeture d'une école Montessori par les autorités préfectorales. Alors, qu'est-ce que la FPEEI ? Eh bien, c'est la Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes qui, comme son nom l'indique, a vocation à rassembler le maximum de parents du hors contrat pour peser sur la scène éducative et pour défendre les intérêts des enfants face aux discriminations dont ils sont l'objet. Je vous cite deux exemples qui nous tiennent à cœur. On pourrait en donner d'autres, c'est pas exhaustif. Inégalité de traitement pour le passage des examens nationaux, notamment le bac. On pourra en reparler une autre fois. Et inégalité de traitement pour les élèves souffrant de handicap qui, lorsqu'ils sont scolarisés dans le hors contrat, n'ont pas droit au financement d'un accompagnant d'élèves souffrant de handicap par l'État, comme c'est le cas dans les autres écoles sous contrat. Et voilà. Alors ces écoles, c'est combien d'écoles et c'est combien d'élèves ? Alors il y a à peu près 2470 établissements scolaires en France. Il y avait 50 000 élèves scolarisés il y a 10 ans. Il y en a 100 000 maintenant. Voilà. Mais sachant qu'il y a 12 millions d'écoliers en France. Voilà. Bon, c'est en développement, ce n'est pas encore une part très importante, mais je crois qu'à la rentrée 2022, il y a eu 120 créations d'écoles, ce qui commence quand même à représenter
un certain nombre. Alors, quel est le cadre légal de ces inspections académiques? Alors, le problème, c'est que le cadre légal des inspections académiques est assez flou. Théoriquement, une école hors contrat va être inspectée la première année de sa création et puis 5 ans après. Dans les faits, certaines sont inspectées 3 fois dans l'année ou 1 fois tous les ans et puis d'autres tous les 10 ans seulement. Voilà, c'est pas très précis. Il n'y a pas non plus de nombre d'inspecteurs précis par rapport au nombre, à la taille de l'école. Donc ils peuvent débarquer. Enfin, les inspecteurs ont une très grande liberté. Les directeurs d'école sont en général prévenus quelques jours à l'avance, mais pas toujours. C'est-à-dire que les inspecteurs peuvent débarquer à l'improviste. Et le directeur de l'école n'a pas le droit de refuser une inspection et n'a pas le droit d'entraver le bon déroulement de l'inspection. Donc là, ça laisse la porte ouverte sous peine il s'expose à avoir son établissement fermé sans mise en demeure préalable. Alors les inspecteurs, ils viennent bien sûr pour inspecter théoriquement l'enseignement, la pédagogie, l'adéquation avec les fameuses valeurs républicaines, les locaux, les affichages, etc. Il y a aussi des entretiens individuels avec les enfants qui sont prévus. Là encore, c'est flou parce que les entretiens individuels ne sont pas recommandés, mais ils ne sont pas interdits non plus. Voilà, donc au bon cœur des inspecteurs. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Avez-vous des exemples à nous donner, des choses concrètes à nous partager? Mais tout à fait. Concrètement, ça se passe théoriquement bien. C'est parce qu'il est tout à fait normal que les écoles hors contrat soient contrôlées comme les autres. Et tout est perfectible en ce bas monde, donc il y a toujours des choses à revoir, surtout de la part d'inspecteurs qui sont théoriquement des personnes autorisées. Et moi-même, ayant mes enfants dans leur contrat, je me souviens d'une réunion il y a quelques années où le directeur de l'école nous expliquait qu'il avait eu une inspection quelques jours avant, qu'elle s'était très bien passée, dans un climat bienveillant, et que les inspecteurs avaient fait des remarques de bon sens dont ils seraient tenus compte. Voilà. Sauf que depuis quelques semaines en particulier, nous avons eu des remontées de parents, d'élèves et de directeurs d'établissements faisant état d'inspections académiques avec des pratiques un peu scandaleuses, on va dire. Donc, arrivées par des portes dérobées, fouilles de cartables, des affaires personnelles des professeurs dans leur casier, tentatives d'intimidation. Des parents d'élèves nous ont fait remonter justement l'arrivée d'une équipe de 10 inspecteurs dans une école de 90 élèves, donc vous voyez. Voilà. Et donc, il arrive de plus en plus souvent que les inspecteurs imposent de se retrouver seuls avec les enfants en refusant qu'une personne de l'école puisse assister, silencieusement bien entendu, mais puisse assister à l'entretien. Et donc récemment, une directrice a tenté de s'y opposer. On lui a répondu que si elle s'y opposait, l'école serait fermée. Voilà. Une autre a essayé de dire quelque chose aussi. L'inspecteur lui a dit écoutez, il faut bien que je vérifie auprès des enfants que ce que vous m'avez dit est vrai. Voilà, donc on a l'impression que les enfants sont un peu pris en otage, ce qui est quand même désagréable. Et beaucoup de questions posées sont perçues comme une intrusion dans la vie privée. Je vous donne quelques exemples. Avez-vous des problèmes familiaux? Je lis, pour être sûr de ne pas me tromper. Avez-vous accès à Internet à la maison, à la télévision? Parlez-vous de la sexualité à la maison en famille? En parlez-vous beaucoup? Que lisez-vous chez vous? Avez-vous des amis en dehors de l'école? En avez-vous assez d'être cloîtré toute la journée sans votre téléphone? Ça évidemment, c'est incompréhensible. Supportez-vous l'uniforme? Quelle est la chose qu'il faut changer à l'école? Pourquoi ne lisez-vous pas de manga? Voilà, un florilège, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà, on peut pas en parler de tout. Voilà, du coup, on ne sait plus très bien si ce sont les familles ou les écoles qui sont inspectées. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que ces inspecteurs prétendent vérifier qu'on enseigne bien les valeurs républicaines. On peut envisager que dans ces valeurs républicaines, il y ait le respect d'autrui, par exemple. Et on nous raconte des histoires d'inspecteurs entrant dans les classes sans frapper, s'asseyant à côté des élèves et se mettant à leur parler alors que le cours se déroule. Enfin voilà. On peut comprendre que les enfants sont un peu perturbés après, en tout cas certains. Alors, quel recours existe pour les parents? Alors, évidemment, nous engageons les parents à réagir, à ne pas se laisser faire et à réagir dès que leurs enfants reviennent à la maison avec des histoires de ce type. Donc, ils peuvent déjà écrire au rectorat avec copie au préfet parce que le préfet, c'est l'autorité qui décide de fermer éventuellement l'école. Donc, c'est bien qu'ils soient au courant aussi. Et après, évidemment, il y a les actions en justice, toujours possibles, mais bon, compliquées et... Voilà, il faut avoir le courage de se lancer dedans. Mais au moins, la lettre au recteur, voilà,
Et a-t-on des exemples de lettres écrites au rectorat et des réactions du rectorat ? Non, moi j'en ai pas pour le moment. Non. Mais là, les faits dont je vous parle se sont déroulés il y a pas très longtemps. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est curieux d'un côté de donner la liberté d'enseignement et d'autoriser, enfin de laisser ces écoles se créer, puisque il faut quand même rappeler que ce sont des écoles officielles, officiellement déclarées auprès de l'inspection académique, et ensuite de se mettre en travers des souhaits des parents, voilà, et de se livrer à ce qui ressemble quand même un peu à des tentatives d'intimidation. Alors justement, quelles sont les perspectives d'avenir pour ces écoles indépendantes ? Alors, écoutez, je pense qu'on peut dire que l'avenir ne sera pas forcément un long fleuve tranquille pour ces écoles, mais qu'en même temps, je pense qu'il est porteur d'espérance. On voit bien, enfin, je ne pense pas être la seule mère de famille à me dire que l'éducation nationale à l'heure actuelle donne l'impression de ne plus vouloir transmettre des savoirs et des connaissances, mais d'être plutôt une machine à fabriquer de l'idéologie et des idéologues. J'ai retrouvé une tribune de Pape Ndiaye dans notre cher ministre de l'Éducation nationale, voilà, dans Le Monde de décembre 2022, où il dit que depuis la fin du 19e siècle, donc l'éducation nationale a permis, je cite, à des générations d'enfants de devenir des citoyens éclairés. Et quelques lignes plus tard, il explique que le niveau d'ensemble baisse. Donc il reconnaît lui-même qu'il y a un problème. Et il y a un rapport récent aussi, l'Europe de l'éducation en chiffres, qui indique que 21% des élèves de 15 ans en France n'ont pas les acquisitions nécessaires pour la compréhension de l'écrit et pour avoir un niveau correct en maths et en sciences. Voilà. Bon, donc, et je pense que de plus en plus de parents s'en rendent compte. Seulement, voilà, il ne faut pas se cacher qu'il y aura des difficultés. Manifestement, l'Éducation nationale a décidé un peu dans le collimateur les écoles hors contrat. Mais vous savez, c'est Simone Veil qui disait « Nous ne possédons rien dans ce monde, car le hasard peut tout nous ôter, sinon le pouvoir de dire « je ». Voilà, donc il va falloir dire « je ». Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Je pense également on pourrait résumer la question. Le président Macron a fait une déclaration il y a quelques mois ou quelques années disant que le but de l'école, c'était de faire des républicains. L'objectif de l'école, c'est pas d'apprendre à lire, à compter, à réfléchir, c'est de faire des républicains. Le reste est sans intérêt. Voilà, des citoyens éclairés. Donc je me permets d'en profiter pour appeler les parents à adhérer à notre association et les directeurs d'établissement à faire adhérer leurs parents en nous envoyant un mail, c'est très simple, à contact@fpeei.fr. Merci beaucoup et puis à bientôt, je l'espère. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. C'est mon ami Guillaume de Thiolois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.